Taux d'usure qui augmente, taux d'emprunt à 4%, recul du pouvoir d'achat des Français, baisse de 32% des opérations immobilières en un an, fermeture d'agences immobilières, banqueroute des promoteurs immobiliers. Les amis, c'est la merde! Je pense que si tu t'intéresses à l'immobilier et à la finance en général, t'es certainement pas passé à côté de tous ces gros titres qui font peur. Plusieurs personnes m'ont déjà demandé à maintes reprises si c'est toujours intéressant d'acheter de l'immobilier. Et la question, elle est légitime. Elle est légitime. Le crédit coûte de plus en plus cher, l'apport demandé est plus conséquent et les prix de vente ne baissent pas, toujours pas. C'est dans ces moments-là compliqués qu'on voit qui est qui. Mais je te rassure, tu verras. Il existe des solutions pour celles et ceux qui ont une bonne méthodologie, mais surtout un très très bon réseau. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi si tu me regardes pour la première fois, moi c'est TJF, je suis investisseur immobilier depuis 2016 maintenant. Je suis également entrepreneur dans l'immobilier puisque j'exerce l'activité de marchand de biens. J'exerce également l'activité de sous-loueur professionnel à travers une société de sous-location professionnelle avec mon acolyte en jolie vue. Et on accompagne des gens et on forme des gens à investir dans l'immobilier, à développer leurs revenus à travers l'immobilier et à acheter intelligemment. Et aujourd'hui, on va parler de financement parce que sans financement, un peu compliqué pour pas mal de gens en tout cas d'acheter de l'immobilier. Et je suis avec deux personnes aujourd'hui. Ludovic, qui est investisseur immobilier que je connais depuis 2018 maintenant, pas mal d'immeubles de rapport et courtier depuis un petit moment également. Et Clémence, qui est également investisseur immobilier et qui travaille en banque privée. Donc si toi qui m'écoutes, tu te retrouves face à des situations compliquées au niveau des banques aujourd'hui, peut-être que tu es déjà à plusieurs achats immobiliers, ou même toi qui me regardes et qui t'intéresse à l'immobilier et que tu te dis je veux me lancer dedans mais j'entends beaucoup de choses et je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire les choses de manière optimale, écoute ce live privé que j'ai fait avec Ludovic et Clémence, tu verras que ce sont des spécialistes de ce domaine. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'on parle beaucoup du taux d'endettement. Vous achetez un bien à 250 000 euros sur 25 ans, aujourd'hui sur un taux à peu près à 3,5, vous allez rembourser en moyenne 200 euros. La banque va vous demander d'avoir 3 fois ce montant, 3600 euros pour que vous soyez finançable. Généralement, avec ce que j'appelle les basiques à une bonne gestion financière, de l'épargne de côté, des virements automatiques tous les mois, il y a des chances qu'on vous prête pour financer votre projet. Maintenant, rajoutons un petit peu de complexité. Vous avez deux biens. Les deux biens vous rapportent, allez, on va dire comme loyer 1000 euros, 1100 euros. En mensualité, ça vous coûte 500 euros. Si vous prenez les deux chiffres, 1100 euros d'un côté qui rentre, 500 euros de l'autre côté, normalement, ça fonctionne. Il y a du cash flow. Sauf que la banque, elle va regarder 1100 euros d'un côté, 500 euros de l'autre côté, et ça va vous faire quelque chose comme 45% de charge. Donc, vous êtes au-dessus des 33 ou des 35%, alors que vous gagnez de l'argent réellement. Mais la banque va considérer que vous êtes trop endetté. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer d'avancer? Et c'est là que intervient des personnes comme Clémence, comme Ludo. Comme dans l'immobilier, il faut avoir une stratégie d'investissement. En fait, le financement, c'est la même chose. Il faut définir votre stratégie de financement. Elle va dépendre de deux éléments essentiels. Le premier point, c'est les conditions bancaires. Vous savez que de plus en plus de banques durcissent leurs conditions et en fonction de l'établissement, en fonction de votre projet, de votre situation, les conditions des banques que vous avez en face, elles sont plus ou moins correspondantes. Elles peuvent être vraiment strictes en fait et ça peut vous bloquer. Donc il y a d'un côté, bien connaître les conditions bancaires actuelles. Et puis de l'autre élément, c'est vous. Vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une capacité d'emprunt. Donc à partir du moment où vous êtes au clair sur votre capacité d'emprunt et que vous savez en face qu'est-ce que vous pouvez solliciter compte tenu des conditions bancaires actuelles, c'est là que vous allez pouvoir définir votre stratégie de financement. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer ce soir. Comment concevoir votre stratégie de financement pour mettre le plus de chances de votre côté de réussir. Alors, il faut comprendre effectivement que le cheminement du financement, c'est un cycle. On va tout le temps passer par les mêmes étapes et puis on va revenir à l'étape 1 et puis on va enchaîner les étapes les unes après les autres. C'est vraiment ce que j'appelle le cycle infini du financement, c'est-à-dire tant qu'on continue à chercher des financements, on est obligé de passer par les étapes suivantes. D'abord, il y a des conditions bancaires. Il faut rentrer dans ce cadre-là parce qu'il faut bien comprendre que votre projet immobilier, si la banque n'est pas d'accord, ça va être compliqué d'avancer dans vos projets personnels. Il faut rentrer dans le cadre de la banque. Vous définissez votre projet qui correspond à votre capacité d'emprunt et qui rentre dans les normes bancaires.
Et après, on commence. C'est-à-dire, une fois que vous avez défini votre projet, d'abord, vous vous préparez. C'est-à-dire qu'il faut absolument prioriser l'aspect financement avant même votre projet immobilier. Et même, finalement, dans ces conditions-là, des fois, on a des surprises. Donc, si vous ne prenez pas à l'envers les choses et que vous ne priorisez pas l'aspect financement, vous augmentez drastiquement vos chances de refus bancaire et votre échec sur vos projets. Et tout est acheté à la poubelle parce que aucune affaire immobilière ne se ressemble. Donc, c'est tout à recommencer à zéro quasiment. Donc, il faut absolument être prêt, être pro, être préparé avant même de trouver son bien immobilier. Et donc, une fois qu'on est prêt, on va chercher le bien, on le négocie, on obtient une offre acceptée, vous passez les épreuves du compromis, la signature du compromis, et on anticipe les étapes, c'est-à-dire dès l'offre acceptée, on est déjà en train d'asseoir sa réussite du financement. Dès l'écriture du compromis, on est déjà en train de préparer les meilleures conditions possibles de financement. Et une fois qu'on signe le compromis, on a fait déjà la majorité du travail sur le financement. Mais c'est pas fini. Mais après, il y a une étape qui s'appelle l'optimisation. L'idée, c'est de réorganiser sa situation, redéfinir, et là on voit qu'en fait on a fini le cercle et on redéfinit les conditions actuelles parce qu'il s'est passé plusieurs mois et que les normes bancaires changent très régulièrement, et en fait on se remet à jour des conditions bancaires et on redéfinit sa capacité d'emprunt, et après on redéfinit une stratégie, etc., etc. Donc le résumé, c'est on analyse la situation, on comprend les règles du jeu, on définit son projet, on s'organise pour réussir en anticipant les étapes, on s'adapte et on reprend le cycle tant qu'on n'a pas atteint ses propres objectifs. Donc quand on analyse sa situation, parce que beaucoup de personnes nous posent toujours la même question, finalement c'est quoi ma capacité d'emprunt aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux emprunter? Sur quel type de projet je peux aller? Et il faut tout simplement calculer son endettement. Il faut bien le faire, parce que les normes de calcul sont différentes maintenant. Les banques calculent l'endettement tout simplement pendant la somme de vos charges divisée par la somme de vos revenus. Ça nous fait un taux d'endettement. Ça, il faut être au clair, il faut calculer son taux d'endettement actuel. Il faut aussi estimer son scoring bancaire. Ça veut dire quoi le scoring bancaire? Ça veut dire aussi que faut pas être à découvert. Il faut pas avoir sur ses relevés de compte des dépenses un petit peu stigmatisantes. Si vous allez souvent faire des jeux ou si vous achetez des cryptos, ça c'est le genre de choses qu'il faut pas avoir sur les relevés bancaires. Il y a autre chose aussi sur cette partie-là. Je sais qu'aussi qu'il y a certaines personnes qui envoient aussi régulièrement de l'argent au pays. Ça aussi, c'est des petites choses qui peuvent aussi embêter les banques, faut le dire. Tout ce qui entre et tout ce qui sort de vos comptes, ça apparaît sur le relevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours justifier en fait. C'est-à-dire vous présentez une situation à la banque, il faut la justifier. Et donc tout ce qui paraît dans vos relevés de compte, ça découle un score, tout simplement. Ensuite de ça, dans l'analyse de votre situation, il y a la partie de l'épargne. Pourquoi? Parce que ça rassure la banque. Combien vous avez réussi à mettre d'épargne? Est-ce que vous êtes un profil sécuritaire? Est-ce que vous mettez de côté? Et aussi, est-ce que vous serez capable de faire un apport sur le projet? Dans sa situation, il faut aussi essayer d'identifier ce qui peut être pour vous des leviers de négociation. Je prends un exemple très concret sur un audit qu'on a fait dernièrement avec Ludo. La personne, elle a un salaire qui est 4-5 fois la moyenne des salaires en France. Ça, c'est clairement un point positif parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes parmi le haut du panier, c'est-à-dire la fraction de clients que les banques recherchent. L'inconvénient sur d'autres profils, ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, l'âge. Un exemple très simple. Si vous avez plus de 45, voire 49 ans, si ça dépend quelle norme on considère, ça va avoir un impact. Pourquoi? Parce que si à la fin de votre prêt, vous êtes en retraite... Les revenus baissent. Eh oui, les revenus baissent, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle va faire la banque? Elle va dire, combien vous allez gagner à la retraite? Donnez-moi votre estimation de retraite. Ça va diminuer votre capacité d'emprunt. C'est pour vous donner des exemples de ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire un point de votre situation en disant voilà, qu'est-ce qui pour moi peut poser problème? Qu'est-ce qui pour moi est un axe positif qui peut être intéressant pour la banque? Voilà. Alors du coup, comprendre les règles du jeu, c'est ça. L'idée, c'est les normes bancaires. Il faut d'abord comprendre l'œil du banquier est vraiment différent de l'œil de l'investisseur. Comprendre les règles du jeu, c'est avant tout comprendre que la banque, elle doit gagner de l'argent. C'est une société commerciale, elle doit gagner de l'argent. Elle a une vision de risque. Et ça, c'est fondamental. L'investisseur va essayer de gérer le risque, va prendre des risques pour gagner de l'argent. Et la banque va donner de l'argent en abaissant le risque. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris presque 80% du problème. Vous arrivez avec une énorme renta, la banque va faire hop, 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 hop. Vous arrivez avec une situation un peu bizarre, hop, hop, je veux pas. Finalement, elle doit être sûre de gagner de l'argent en vous prêtant. Et non seulement elle doit gagner de l'argent en abaissant les risques, en plus de ce fonctionnement, ils vont avoir des contraintes. Et là, il y a des images qui
sortent comme le HCSF. HCSF, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce que c'est eux qui imposent en fait des restrictions sur l'obtention des prêts. Donc, s'ils ne respectent pas les normes du HCSF, il y a ce qu'on appelle le gendarme financier qui s'appelle l'APCR, qui va, alors on s'en fiche un peu des noms, mais le principe c'est qu'ils ont plus peur de l'APCR que de vous. Par exemple, dans les histoires de on a fait trop d'exceptions aux 35% d'endettement, s'il y a un contrôle, il va falloir qu'ils se justifient. S'ils ne sont pas en mesure de justifier leurs activités ou l'obtention de prêts à des gens qui ne peuvent pas prouver l'origine des fonds, dont on pourrait soupçonner éventuellement, donc il y aurait, des fois c'est un pourcentage minime, hein, un particulier qui envoie, on parlait de 50 € par mois dans les cryptos, c'est-à-dire, mais est-ce que vous pouvez prouver que ce monsieur n'est pas dans le blanchiment d'argent, trafic de drogue, voilà, la criminalité? Et si la banque n'est pas capable de fournir la preuve que tout est clean, ils se prennent des amendes. Ce qui est en jeu pour la banque, c'est sa licence bancaire. Et donc, ils préfèrent ne pas faire de business avec vous plutôt que de risquer leur business en entier avec le gendarme financier. Et donc, ils ont des contraintes extérieures. Et du coup, entre ces contraintes extérieures et cette gestion du risque, ça donne un environnement dans lequel, aujourd'hui, on a des taux qui montent, avec un taux qui va très probablement dépasser les 4% à la fin de l'année. On espère que ça va se stabiliser, mais le voir rebaisser les taux à l'avenir, je crois que ça n'est pas d'actualité. Après, personne n'a de boule de cristal, on l'espère tous, mais ça va être compliqué. De l'autre côté, il y a dans la gestion du risque, surtout dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe, de faillite bancaire, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, de problèmes économiques, problèmes écologiques, etc. Du coup, la banque, en abaissant le risque, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande des apports de plus en plus grands. Donc aujourd'hui, la norme, c'est quand même 10% d'apport sur un projet. Donc vous empruntez 200 000 €, on va vous demander d'apporter 20 000. Donc la banque va financer 180 000 et vous allez devoir financer 20 000. Il y a des choses qui s'optimisent, on le verra plus tard. Et l'idée, c'est attendez-vous quand même à ce genre de demande. Il y a aussi le raccourcissement des durées, d'accord, d'emprunt. Ça a été préconisé par le HCSF. Alors, j'ai vu quelques articles qui arrivent, voilà, il y a des réflexions en ce moment parce que les crédits sont vraiment serrés. Mais tant qu'on en est en réflexion, ça veut dire que rien ne bouge concrètement. Mais globalement, on est passé de crédits immobiliers sur la résidence principale, où c'était priorité nationale, sont toujours à 25 ans. C'est assez simple d'obtenir du 25 ans. Et aujourd'hui, le crédit locatif est descendu, ça va être plutôt du 20 ans, voire du 15. Et ça, c'est les nouvelles normes d'aujourd'hui. Donc, il faut s'y attendre. Et c'est en lien avec ce que tu disais juste avant, Ludo, parce que tu parles du risque. En fait, plus le crédit est long, plus la banque elle a un risque. Puisqu'il faut plus de temps pour que vous remboursiez. Parce qu'au début, vous payez les intérêts, puis après, vous payez plus de capital. Donc, en fait, elle a intérêt à vous faire un crédit court, tout simplement. Voilà, c'est la gestion de risque. Le temps est un risque, le montant est un risque, le profil bancaire ou le profil professionnel ou personnel d'une personne est un risque. Certaines lignes de relevé sont des risques, etc., etc. Et après, l'idée, c'est par-dessus ça, c'est qu'on avait des calculs, on avait la possibilité de négocier des types de calculs d'endettement il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, il y a, parle toujours ce fameux HCSF qui a agi pour limiter le nombre de crédits. Et donc, ils ont durci les conditions d'accès au crédit. Et dans ces conditions-là, il y a eu l'imposition aux banques de prendre le calcul le plus défavorable dans le calcul d'endettement. Donc, aujourd'hui, on a un calcul d'endettement avec une limite à 35% qui est stricte. Donc, on est passé de 33 à 35%, mais maintenant, c'est strict. Et ensuite, ce calcul est défavorable, c'est-à-dire que plus vous empruntez et plus votre taux d'endettement monte. Et du coup, heureusement, il y a des solutions. On y viendra, mais elles viennent finalement de à qui on va s'adresser, donc quel genre de relationnel on va créer avec son partenaire financier. Et on parlera aussi des contreparties, parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent rentrer en jeu pour essayer de trouver des parades à ces conditions actuelles.